Demande de remise en liberté de l'ancien chef de l'État. Il est incarcéré depuis le 21 octobre en raison de sa condamnation avec mandat de dépôt assorti d'une exécution provisoire pour association de malfaiteurs dans le procès libyen. La décision est attendue dans la journée. Un policier de la BAC est grièvement blessé par balle tôt ce matin dans le Cher. Il intervenait pour un cambriolage sur la commune de Saint-Germain-du-Puy. Lui et ses équipiers ont fait face avec courage à une situation très difficile alors que les auteurs les ont pris pour cible, précise sur ses réseaux sociaux le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez. Il est accusé du viol d'une étudiante bordelaise. L'avocat parisien Alex Ursulé est jugé à partir d'aujourd'hui devant la cour criminelle de Paris. L'ancien ténor du barreau de Paris, connu pour avoir défendu Guy Georges, est accusé du viol de la jeune femme en 2018. Elle était en stage dans son cabinet. La colère ne retombe pas chez les agriculteurs. La FNSEA appelle à se mobiliser mercredi en Occitanie, alors qu'Emmanuel Macron est attendu à Toulouse. Le syndicat veut mettre la pression sur le chef de l'État et l'empêcher de ratifier l'accord commercial entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. À 11h31 et 22 secondes, les femmes travailleront gratuitement jusqu'à la fin de l'année. Calcul de la lettre d'information féministe Les Glorieuses, qui publie chaque année ce décompte symbolique. L'objectif est de dénoncer les inégalités salariales entre les femmes et les hommes en France. Après 40 jours de shutdown aux États-Unis, on se rapproche d'un retour à la normale. Les sénateurs républicains et démocrates ont trouvé un accord provisoire en vue de mettre fin à la paralysie budgétaire. Ce texte doit encore passer par la Chambre des représentants avant d'arriver sur le bureau de Donald Trump. Et puis le début aujourd'hui du dernier rassemblement de l'année pour l'équipe de France de foot. Les Bleus se retrouvent à Clairefontaine pour préparer les matchs de l'Ukraine et de l'Azerbaïdjan cette semaine. Ils peuvent valider leur ticket pour la prochaine Coupe du Monde. Très belle matinée. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle semaine qui redémarre, un peu comme la chenille. On espère que ce sera un peu... Vous êtes bien senti, Valérie? Oui, je suis en bonne forme, vous voyez, je suis d'humeur festive. Lundi 10 novembre, pourtant c'est une semaine assez douloureuse puisqu'on va commémorer les attentats du 13 novembre. Avec vous aujourd'hui pour commenter l'actualité, Alex Darmon, journaliste politique. Vous êtes également producteur et vous animez également la chaîne Les Indécis qu'on retrouve sur YouTube. Lucas Véran, adjoint au maire de Neuilly, bonjour. Bonjour Valérie. Jean-Christophe Gallien, politologue, conseiller en communication. Et Jad Zahab, secrétaire national de Renaissance, bonjour, essayiste. Et vous avez publié La France est une chance aux éditions... Les trois colonnes. Les trois colonnes. Nicolas Sarkozy devrait connaître, en tout cas il comparaît en ce moment dans le cadre de sa demande de remise en liberté. On ne sait pas quand sera rendu le jugement, quand on saura s'il est libéré ou non. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. La dette, Bruno Le Maire, c'est pas ma faute à moi, hein, c'est la faute à Macron, pardon, à Sarko aussi peut-être. En tout cas, il dit qu'il avait alerté. Donc, que pensez-vous de cette... On parle peut-être plus là de l'attitude, du comportement, où un peu on peut s'interroger sur la manière de communiquer de l'ancien ministre de l'économie. Les députés ont fixé une limite pour les arrêts de travail pour mettre fin aux abus et puis les retraités étrangers. Je ne sais pas si vous avez vu cette affaire, on va y revenir. Des Américains qui vivent en France et qui payent leurs impôts aux États-Unis, mais qui ont une carte vitale. Et ça rentre un petit peu dans le cadre du sujet par lequel je voulais commencer. C'est un petit peu la France open bar. On a Salah Abdeslam qui a été retrouvé avec une clé USB en prison, avec dessus apparemment des textes de propagande ainsi qu'une vidéo du canal 19HH du gourou français du djihad Omar Homsen. Comment c'est possible? Vous avez en plein Paris des supporters marocains qui tirent des feux d'artifice et qui craquent des fumigènes pour fêter l'anniversaire de leur club de foot. Donc c'était spectaculaire. Hein. C'est ça, c'était le des club supporters. De supporters, ouais. Un incendie d'un immeuble à Rieux-la-Pape en marge du tournage d'un clip de rap et puis les transferts d'argent à l'étranger qui représenteraient 10 milliards de manque à gagner. Bref, tout ça m'interroge, me questionne sur la France, sur ce qu'il est possible de faire, de ne pas faire. Alors c'est un peu global, on peut rentrer dans le détail de chacun de ces sujets, mais je vous vois hocher la tête, Jean-Christophe Gallien. Salah Abdeslam dans la prison la plus sécurisée de France qui est retrouvé avec une clé USB. Alors ça, c'est un sujet qui est pour moi, parmi ceux que vous avez cités,
qui caractérise ce que Jade pourrait donner, appeler la chance d'être en France. C'est-à-dire qu'en fait, en France, il y a une chance, c'est que non mais alors, sans ironie, sans aucune ironie, c'est-à-dire que pour le coup, moi je considère qu'effectivement c'est un terrain de jeu où beaucoup de choses sont permis. Alors parfois ça peut être dans des situations exceptionnelles, c'est-à-dire que ça peut être un endroit où on peut beaucoup faire de choses, imaginer, venir, s'implanter, se protéger, recevoir de l'aide, ainsi de suite. Il y a, contrairement à ce qu'on pense, c'est un système où il y a de l'aide partout et en même temps des opportunités. Maintenant, une fois qu'on a dit cette partie, cette version qui est exceptionnellement, à notre faveur et qui est la chance de ce pays aussi en partie, il y a évidemment comme chaque pièce de monnaie, il y a un revers qui est plutôt négatif. Alors ça commence par l'affaire Abdeslam qui pour le coup pour moi est pas loin d'être quelque chose qui touche à une affaire d'État. C'est-à-dire que la prison de haute sécurité, un des criminels français, en tout cas en France, qui est le plus symbolique d'une période la plus noire qu'on va célébrer cette année, malheureusement cette semaine. Eh bien, le garçon, cette personne qui poursuivrait des activités terroristes en prison, mais en tout cas aurait et je retiens le message d'une maman qui a perdu sa fille cette semaine pendant le Bataclan et qui disait mais ce garçon, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il rencontre une personne, il la voit physiquement, pas au parloir, il la voit physiquement, pas dans une zone non plus, comme on dit, d'intimité particulière comme pour d'autres prisonniers, mais il va peut-être avoir des enfants, il a des enfants, il va continuer une vie, il s'éduque, il fait du sport. Alors on peut trouver ça normal dans un contexte de prison, mais c'est quelque chose qui pour moi m'a relativement, sinon bouleversé, en tout cas beaucoup interpellé, interrogé comme vous. Ça c'est le premier point. Après derrière, oui, le club de foot marocain les supporters du club de foot qui fêtent en grande pompe avec beaucoup d'éclat ce qui se passe ici, ça n'est pas possible au Maroc. Alors je dis pas que c'est pas bien que ça puisse pas se faire ici, mais ça n'est pas possible au Maroc. Et non, mais ça veut dire qu'on sait qu'il n'y a aucune... Voilà. Et donc le groupe de rap, ou en tout cas le clip de rap qui dégénère, c'est un cas très sérieux. C'est quelque chose de très grave qui s'est déroulé, avec des conséquences qui auraient pu être là pour le coup extrêmement graves en termes de vie humaine. C'est déjà un immeuble qui est arrêté. Bon, voilà, on est entre les deux phases de cette pièce. Une chance exceptionnelle que ce pays offre à beaucoup. Et en même temps, pourquoi en payer à ce point-là le prix et pourquoi être aussi imprécis dans des situations où on doit être extrêmement précis. Salah Abdeslam, c'est inacceptable dans l'idée que, voilà, lui continue une vie tout à fait normale, voire une vie de propagandiste, organisateur potentiel d'actes terroristes dans ce pays. Vous vous rendez compte, dans une prison de haute sécurité. Ouais. Je pense qu'on ne mesure pas à quel point cette affaire est grave. Et de l'autre côté, un groupe de rap qui fait exploser ou quasiment exploser un immeuble parce qu'ils l'ont fait sans demander autorisation, et quand les policiers arrivent, ils considèrent que c'est pas normal. Oui, et ils ont continué par la suite. Voilà. Ils ont continué, ils ont refait, il y a eu un autre tournage un petit peu de ce pays, mais qu'il faut régler. Céline Berton, la directrice générale de la sécurité intérieure, a dit qu'il n'était pas mis en cause Salah Abdeslam dans un projet d'attentat. Donc il recevait de la littérature visiblement, effectivement, djihadiste, mais il n'était pas en train de fomenter un attentat. Et j'arrête après. Ouais. Des amis à moi qui travaillent en prison, qui sont des éducateurs en prison, me disent que si ils avaient aujourd'hui des parents en âge d'aller à l'EHPAD, ils leur conseilleraient d'aller en prison aujourd'hui. On est mieux traité en prison. Non. Attends, je vous dis, c'est des gens. Non, je vous le dis. Je vous le dis, non, Alex, je vous le dis. Des gens qui sont. Je parle de gens sérieux. La France est régulièrement condamnée. Non, oui, elle est condamnée, mais il y a des nouvelles prisons, et c'est très bien, je le redis encore une fois, qui aujourd'hui, et je peux vous citer des cas très concrets, dans le Puy-de-Dôme, près de Rion, des endroits où il y a des skis de course. Voilà. Et ces gens-là travaillent là-dedans de manière très précise, ils vous le disent comme ça. Donc ça pose aussi cette question-là. J'enverrai jamais mes grands-parents en prison. Moi, je vous le dis. Certaines prisons. Non, pas dans les certains EHPAD aussi non plus. Non, vous avez quand même une surpopulation carcérale. Vous avez des gens qui dorment à même le sol. Ça dépend quelle prison. Mais les nouvelles prisons, pour les avoir visitées, moi, en ayant fait un documentaire autour de la justice française, je peux vous dire que les nouvelles prisons, effectivement, sont beaucoup plus modernes, avec des conditions de vie beaucoup plus respectable, mais heureusement. Voilà, tant mieux. Heureusement. Ça ne veut pas dire pour autant que je suis d'accord avec ce qui peut arriver avec Salah Abdeslam. Bien évidemment que c'est honteux. Mais non, mais on peut pas laisser. C'est quand même la différence, entre la civilisation et les temps, les autres pays obscurs. Bien sûr. Donc il faut avoir quand même une certaine retenue en disant que vaut mieux aller en prison qu'en EHPAD. Moi, excusez-moi, ça me choque, Jean-Christophe. Je te le dis, ça me choque. Je vous enverrai. Pour faire un reportage, Alex. Pour faire un reportage avec les gens dont je vous parle, et vous verrez que ce que je vous dis est vrai. Bon, parlons donc de tous ces dysfonctionnements. On va dire dysfonctionnements. Je suis d'accord avec Jean-Christophe sur le reste, sur tout le reste, sur les dysfonctionnements
en question. C'est vrai que de voir un club de foot marocain pouvoir célébrer ses années d'existence, son anniversaire, bon, c'est très sympathique au demeurant, mais s'il fait aucune demande et qu'il peut le faire, enfin, je sais pas si vous avez vu les images. Ouais. Elles sont incroyables, les images. Même les clubs de supporters de foot du Paris Saint-Germain n'ont pas fait ça. N'ont pas pu le faire. N'ont pas pu le faire à Paris. Donc oui, ça, le clip de rap, en effet, mais j'ai envie de vous dire objectivement que c'est un peu à l'image de l'état de notre pays aussi, et du quand vous voyez ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Ouais. Qui peut s'étonner de voir ce qui se passe dans nos rues, malheureusement. C'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à s'entendre à l'Assemblée nationale sur des projets de loi, sur des grandes questions de société. Logiquement, c'est un peu avec le temps, la foire et n'importe quoi dans les rues. Donc malheureusement, c'est la loi des séries, parce que c'est vrai qu'en un week-end, on a quand même beaucoup de choses qui se passent en même temps. Ouais. Mais je peux vous dire honnêtement que ça se passe tous les jours, ça. C'est juste que là, il y a eu le cas. Non, mais il y a beaucoup de faits divers, Valérie. Il y a beaucoup de faits divers. Là, on parle d'événements qui sont un petit peu au-delà du fait divers. À savoir Salah Abdeslam, à savoir une sorte de feu d'artifice clandestin organisé sur un pont, à côté de la Tour Eiffel. Un incendie dans un immeuble en marge du tournage d'un clip. Enfin, c'est pas des événements courants, Jad. Non, c'est pas des événements courants. Pour revenir sur le premier élément que vous citiez, Salah Abdeslam, vous l'avez dit, on est dans la semaine mémorielle de ce qui s'est passé il y a 10 ans, des tragiques attentats. Donc moi, j'ai pas envie de plonger dans l'affect, même s'il y en a beaucoup et qu'on est toutes et tous touchés. Oui, évidemment que c'est très grave. Et je pense qu'il doit y avoir une enquête. Je ne sais pas si le ministère de la Justice, si le ministre de la Justice s'est prononcé. Oui. Évidemment que c'est choquant, évidemment que c'est pas normal qu'un détenu de ce niveau-là, entre guillemets, si vous me passez l'expression, puisse avoir accès à ce genre de contenu. Après, je reviens sur ce que vous disiez sur la France est une chance. Vous savez, la différence entre les islamistes qui nous attaquent et la démocratie française, c'est que dans notre démocratie, les pires terroristes ont droit à un procès. Les pires terroristes ont droit d'être jugés. C'est ce qui fait la différence entre la barbarie et la civilisation. C'est l'état de droit. Et précisément aujourd'hui, c'est plus facile d'être un islamiste et de jeter tout le monde avec l'eau du bain que d'être, nous, dans une démocratie où il faut être ferme et il faut respecter des libertés individuelles. Même la pire des ordures a le droit à un certain nombre de droits fondamentaux. Et donc, je pense que la tension, elle est là. Il doit y avoir une enquête parce qu'évidemment, on est toutes et tous choqués. Après, sur les autres faits que vous mentionnez, bon, ce sont des faits divers que vous additionnez et qui disent quelque chose aussi de l'état de la société. Pour autant, j'ai pas les éléments précis. Est-ce qu'ils avaient déposé le droit de manifester? A priori, non. Le vrai sujet, c'est comment ils se procurent ce mortier. On sait que ça a toujours été dont Gérald Darmanin avait dit qu'il serait interdit. Voilà, mais encore une fois, interdire, c'est la facilité. Si on interdit en France, on peut se le procurer en ligne. Bon, ça dit quelque chose. Il faut qu'il y ait une enquête, qu'on ait plus d'éléments. Ça dit quelque chose de l'impuissance aussi, de notre impuissance face à ces faits divers, encore une fois, qui sont assez tragiques. Je vous donne la parole dans un instant, Lucas Véran, et vous aussi, auditeur de Sud Radio, 0826 300 300, si vous voulez réagir. On vous attend au standard. Cette semaine, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. Nous parlions donc des différents événements qui ont marqué l'actualité ce week-end. Salah Abdeslam avec une clé USB en prison. On apprend également que son ex-compagne était soupçonnée d'un projet terroriste avec son mari religieux et une jeune femme. En plein Paris, des supporters marocains tirent des feux d'artifice, mais vraiment tout le pont a été illuminé sans autorisation. L'incendie d'un immeuble à Rieux-la-Pape en marge d'un tournage d'un clip de rap. Personne n'a peur de la police, on a l'impression qu'il n'y a pas d'autorité aujourd'hui qui empêche un certain nombre d'actes. Lucas Véran. Non, c'est tout à fait vrai, et je pense que le sujet est autour de la notion d'impuissance publique. Impuissance publique par la règle et son rapport à la règle, c'est-à-dire est-ce que j'ai peur d'être sanctionné durement, fermement, lorsque je transgresse de manière disproportionnée les règles qui collectivement font société, et impuissance publique par les moyens pour prévenir ou sanctionner l'irrespect par rapport à la règle. Et là, le sujet, il est objectivement très en lien avec l'actualité, et Alex le précisait. Quand à l'Assemblée nationale, on n'arrive pas à réduire la problématique du déficit qui chaque année menace nos comptes publics. Lorsqu'on est sur la masse sociale des dépenses en constante augmentation, il ne faut pas s'étonner que derrière les moyens de la justice
manquent, les moyens de la police manquent, et c'est ça la difficulté, c'est comment collectivement on accepte de faire un ensemble de choix pour retrouver des marges de manœuvre, pour redéployer du bleu sur le terrain, avoir un instrument judiciaire qui puisse en effet avoir une nouvelle doctrine beaucoup plus efficace dans le traitement à la fois de la chaîne pénale, des délais, etc. Et je pense que là on est vraiment à un point de rupture où on voit la dépense publique augmenter, mais on a l'impression d'une efficacité de l'État régalien sur ce qui est sa mission première reculer. Donc il faut en effet inverser la tendance, et il faut le faire avec un courage de réduire la dépense publique. Je suis d'accord avec vous, mais encore une fois, si on parle de la question des moyens, ces dernières années, depuis 10 ans, on est bientôt à la fin du second quinquennat d'Emmanuel Macron, loi de programmation de la justice, loi de programmation du ministère de l'Intérieur, une progression extrêmement importante des budgets à la fois consacrés à la justice et à la sécurité. Et moi je disais souvent dans ma casquette d'observateur, maintenant je suis dans un parti politique qui est Renaissance, mais en tant qu'observateur, je dirais la faiblesse de la force, c'est de ne croire qu'à la force. C'est-à-dire que on peut devenir un État policier dans lequel on va mettre un policier derrière chaque citoyen. En réalité, c'est pas ça qui fonctionne. L'autorité, ça ne se décrète pas, ça se construit. Et donc, quand vous vous attaquez à un policier, en réalité, vous vous attaquez à l'État qui est derrière. Ce que disaient les Gilets jaunes, ce que disaient un certain nombre de violences qu'il y a eu, et certaines qu'on cite d'ailleurs, c'est qu'en réalité, on s'attaque à l'État d'une certaine manière parce qu'on ne le comprend pas, parce qu'on ne le veut plus, parce qu'on n'est plus en accord avec lui. Et donc, oui, bien sûr, il faut être ferme sur la réponse pénale. Et donc, je pense par exemple que sur la loi pénale pour les mineurs de moins de 16 ans, il y a des choses qui peuvent être faites pour évoluer. Mais encore une fois, ne réduisons pas ce débat uniquement à une question de moyens. Vous parlez de la justice pénale, parlons aussi de cette réforme-là, parlons de la prison, parlons de tous ces sujets-là. Sur la question des moyens, très objectivement, il y a une progression énorme depuis 10 ans. Ça ne peut pas suffire, il faut sans doute faire plus, mais ce qui est en jeu, c'est, vous parliez des règles qui font société. Moi, je crois que le dénominateur commun des valeurs partagées dans la France, il s'est considérablement réduit. On ne partage plus grand-chose. Et j'espère que cette semaine, qui est une semaine de commémoration, va nous rappeler ce qui fait que nous sommes toutes et tous français. Je suis peut-être naïf, mais j'y crois encore. Enfin, quand vous avez... Enfin, là, je fais un aparté avec la Philharmonie. Quand vous avez des hommes et des femmes politiques qui ne voient pas où est le problème d'introduire des fumigènes, laissons le débat politique à côté, mais d'introduire à la Philharmonie des objets incendiaires, mais Arieux-Lapape, puisqu'on va avoir peut-être un auditeur, les mêmes forces politiques, soyons clairs, le bord gauche des gauches, la France insoumise notamment, mais une partie des Verts écologistes, ont accusé le maire de grossir l'affaire, de raconter une fausse histoire. On est dans quelque chose qui est activement et politiquement utilisé. C'est-à-dire que ce que vous dites sur le tronc commun, ce tronc commun, oui, il existe, bien sûr qu'il existe, et encore heureux, mais vous avez aussi aujourd'hui, en partie, deux sociétés qui s'affrontent. C'est pas une multifracturation. Vous avez aujourd'hui, dans beaucoup de géographies, deux sociétés qui s'affrontent. Pas simplement parce que trafic de drogue ou histoire religieuse ou je ne sais quoi. C'est parce que réellement, vous avez aujourd'hui un différent de référentiel avec des objectifs différents qui se traduisent politiquement, parce que c'est même un enjeu de municipales qui vont être un peu abandonnées, oubliées, fantomatisées cette fois-ci, mais qui seront en 2027 très présentes. Le grand rendez-vous par rapport à ces questions-là, et notamment du commun et en même temps de cette opposition de société, existe. Et la non-acceptation de l'autorité publique, étatique, républicaine, parce que c'est ça dont il s'agit, c'est aussi cette espèce de bagarre, voire de guerre de société qui se joue. On va prendre notre auditeur Samir qui est en ligne avec nous. Vous nous appelez de Vénissieux. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Vous voulez réagir, donc vous, à ce qui s'est passé à Arieux-Lapape? Oui, mais bon... Depuis tout à l'heure, je vous écoute et franchement, je sais pas, j'ai l'impression qu'on vit pas dans le même monde ou dans le même pays, parce que vos discours, ils sont Madame, avant de... Comment dire ça? Parce que j'ai pas trop de temps. Avant de parler de quelque chose, il faut connaître les faits, il faut savoir exactement ce qui s'est passé. Et là, j'entends depuis 2 ou 3 jours ce qui s'est passé à Rieux. Franchement, si vous allez à Rieux, envoyez quelqu'un et vous verrez que vous êtes loin de ce que vous dites. Alors, il s'est passé quoi? Il n'y a pas eu d'incendie dans un immeuble? Si, je parle pas de ça. Je parle de la cause. Ça, c'est dramatique ce qui s'est passé, l'incendie. Je parle de la cause. Donc, c'est pas un clip de rap. Vous dites que c'est pas un clip de rap qui a déclenché l'incendie? Apparemment, ce serait pas un clip de rap. C'était des gamins qui étaient en train de jouer. Et il faut savoir qu'il y a un précédent à Rieux avec la police, entre les jeunes et la police. C'est pas la première fois que ça arrive, ça. Mais c'est-à-dire, alors, dites-nous ce qui s'est passé.
apparemment, c'était des gamins qui jouaient, qui se filmaient, je sais pas ce qu'ils faisaient. La police est arrivée et ça a dégénéré. Donc c'est de la faute de la police. J'ai pas dit que c'était de la faute de la police. C'est parce que je suis en train de dire. C'est vous qui me faites dire des choses que j'ai pas dit. Non, mais vous dites que ça a dégénéré avec l'arrivée de la police. C'est ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes l'illustration du déni, monsieur. Déni. Messieurs, de toute façon, on n'arrivera pas à... Si, parce que moi je vous écoute, j'ai envie de comprendre quand vous dites parce que... Si, parce qu'il y a eu des images, on a vu... Vous, les Parisiens, les bobos parisiens, vous avez une idée arrêtée sur la banlieue. Non. La banlieue, vous la connaissez pas et vous en parlez. Qu'est-ce que vous savez qu'on ne la connaît pas? Parce que je vous écoute souvent à la radio. Je vous écoute souvent. Et quand je vous entends, j'entends des absurdités, mais incroyables. Je sais pas. C'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression qu'on vit pas dans le même pays. Parce que j'entends des choses. Par exemple, faire un raccourci entre la clé de Salah Abdeslam avec les machins c'est un truc de fou. C'est l'absence de... Les raccourcis que vous prenez, que vous faites, ils sont scandaleux. C'est tout ce que je vous dis. J'entends ce que vous dites, mais... La vérité, moi je vous dis, ça fait 3 jours, 4 jours, vous êtes emballés, comme d'habitude. La machine médiatique, machin, les banlieues, nanani. On connaît le discours. Vous êtes loin de ce qui s'est passé. La vérité. Maintenant, avant de parler, essayez de savoir, essayez de comprendre ce qui s'est passé, et après, là, vous pourrez relater les faits. Mais là, j'entends depuis 3 jours, c'est presque, ça y est, c'est la guerre. Faut arrêter. On n'a pas dit que c'était la guerre. Non, mais ce que vous dites, il y a des jeunes qui faisaient quelque chose. C'est filmé. Ça a été filmé. Il y a des jeunes qui filmaient, vous dites, monsieur. Oui, c'est des jeunes qui se filmaient, mais il n'y avait pas de clip de rap. Je ne sais pas d'où vous sortez ça. Pardon, monsieur, mais dans ces cas-là, il faut parler aux policiers, il faut parler aux pompiers, il faut parler aux maires aussi. Parce que dans ces cas-là, c'est vrai, si ce que vous dites est vrai, et après tout, pourquoi pas? Enfin, moi, je veux bien croire tout le monde. Dans ces cas-là, il y en a un qui trompe l'autre. C'est soit vous, en nous disant ça ce matin, soit le maire, soit les pompiers, soit les policiers, et qui ne disent pas la réalité, c'est tout. Voilà. Mais il y aura une enquête juridique qui sera ouverte, de toute façon. On a dit dès le début, de toute façon, qu'il fallait qu'il y ait une enquête pour pouvoir relater la réalité des faits. Mais ce que dit monsieur, auquel je souscris à 100%, on est en 2025, ça fait 20 ans que Ziad et Bouna ont été pourchassés, tués par des forces de police. Non, vous ne pouvez pas dire tués, attendez, on ne va pas refaire le débat. En s'éloignant, les policiers n'ont pas été condamnés, donc vous ne pouvez pas dire que les policiers ont tué Ziad et Bouna. Ils étaient en fuite, et donc c'est en essayant de fuir les policiers qu'ils se sont tués. Peu importe ce fait très grave et dramatique, ce qui compte, c'est ce que je voulais dire, c'est les émeutes qui ont suivi. Depuis 20 ans, que s'est-il passé dans la politique de la ville en France? La réalité, c'est que vous avez des Françaises et des Français qui ont le sentiment de ne pas être considérés comme des citoyens à part entière. C'est d'ailleurs pas que le cas dans les banlieues, c'est aussi le cas dans les milieux ruraux. Ce que disaient les Gilets jaunes il y a quelques années, c'était nous avons le sentiment d'être des citoyens de seconde zone. Et moi, je rejoins monsieur quand il dit qu'il y a des jeunes qui grandissent dans des endroits en France où la seule chose qu'ils voient de la République et de l'État, c'est la police. Donc forcément, ils vont aller s'attaquer à la police parce qu'ils ont du ressentiment. C'est pas une façon de justifier, mais c'est une façon d'expliquer. Donc il faut aussi qu'on ait le courage de dire qu'il y a des quartiers dans lesquels il n'y a pas de République, dans lesquels l'égalité des chances et la promesse républicaine, c'est une promesse vaine. Et donc changer ce discours. Après, sur ce fait précis, moi j'ai pas les éléments. Si ce que dit monsieur est vrai, il faudra qu'on fasse la lumière. Si ce sont les policiers qui ont été attaqués, il faut aussi soutenir les policiers. Mais le sous-texte de tout ça, et je comprends que monsieur le dise avec émotion, c'est que encore une fois, on fait de la banlieue, de cet espace un peu qu'on a toutes et tous construit dans nos imaginaires sans vraiment y aller, c'est un espace de non-droit, etc. Alors, non, c'est pas que ça, et donc je pense que dans le discours politique... Personne n'a dit que c'était que ça, et on a vu des habitants de Rieux-la-Pape qui s'insurgeaient aussi contre ce qui se passait là-bas, des gens qui vivent là. Pardon. Non, mais je voulais réagir, Jade, par rapport à votre point précédent, qui était en effet saluer l'augmentation des moyens pour la police et la justice, et finalement élargir mon propos à quelque chose qui est complètement le cœur du sujet sur Rieux-la-Pape et sans doute ailleurs, c'est la question de l'éducation. On sait qu'il y a eu des efforts qui sont faits, le dédoublement du nombre d'enseignants en classe de CP, etc., etc. Ce qui est sûr, c'est que dans un État avec des marges de manœuvre budgétaires très limitées, on verra la qualité de notre éducation pour les plus précaires s'éroder, les classements PISA en attestent, on verra les moyens de la justice et de la police se stabiliser alors qu'il faut un choc d'autorité. Ça, c'est vrai. Donc, essayons de trouver les marges de manœuvre possibles et de nous mettre d'accord. Ouais, enfin, on peut pas dire aujourd'hui, cette semaine,
après avoir écrit en plus que la France est une chance, oui, la France est une chance quand on se promène. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dire que la police tue, ce que vous avez dit quand même. Non, c'est pas si vous l'avez dit. Si vous avez dit ça. Vous l'avez dit comme elle est fil direct. Vous l'avez dit, premier point. Deuxième point. Vous me ferez pas dire des choses que j'ai pas dites. Deuxième point. Attendez, laissez-moi finir. Vous pourrez dire que je me trompe. Mais premier point, vous l'avez dit, on peut prendre ce que vous avez dit. Deuxième point. Je vous ai pas dit que la police tue. Deuxième point, dire qu'on a abandonné depuis 20 ans. Faites une comparaison avec les 27 pays européens autour de nous. Voyez ce qu'on met dans la politique de la ville en France, dans un énorme budget. On a un énorme budget, avec un énorme déficit, mais on a un énorme budget public par rapport à l'Espagne, l'Italie. Oui, mais mettons même la Grande-Bretagne dedans, si vous voulez, on est à 28 encore aujourd'hui. Vous me parlez de moyens, mais moi je vous parle pas de moyens. Mais vous rigolez, mais vous plaisantez. Faisons un tour dans cette zone, en dehors de Paris, qui est la ville la plus dense d'Europe. Après, vous avez des banlieues, mais il y en a partout en Europe. Mais vous plaisantez ou quoi? Allez faire un tour dans le sud de l'Italie, dans le sud de l'Espagne. Allez faire un tour en Grèce, allez faire un tour en Pologne, allez faire un tour dans une grande partie de l'Allemagne et voyez la différence de traitement. Non mais voyagez, faites un tour. Moi j'en ai assez dans cette période-là où on dit que notre pays, toute politique, et c'est d'ailleurs toute partie politique confondue, quand j'ai resté pays, ils ont tenté de faire des choses et ils ont mis beaucoup de moyens. Mais moi je donc, parle ne pas dites des pas moyens. que la France n'a rien fait. Ne dites pas que la France n'a rien fait. On se retrouve dans un instant. On va marquer une toute petite pause. Vous répondrez. On va parler de Nicolas Sarkozy également, puisque le parquet a requiert la mise en liberté sous contrôle judiciaire de l'ancien président de la République. Et la décision devrait tomber à 13h30. Là aussi, on vous attend 0826 300 300. Et merci à Samir de nous avoir appelés. Et Samir, on attend effectivement de voir la suite. Un auditeur me dit on peut dire que ça a merdé, pardon, il le dit comme ça, et que ça a provoqué une bavure, mais les banlieues sont mieux traitées que les campagnes. Catherine nous dit qu'elle a honte, j'ai grandi dans une cité, je ne suis pas une délinquante, par contre j'ai été éduquée. On se retrouve tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On est ensemble jusqu'à midi et nous commentons l'actualité. On va parler de Nicolas Sarkozy avec cette information. Le parquet général requiert la mise en liberté de Nicolas Sarkozy. La décision sera connue à 13h30. Juste dire à Samir, et il peut me rappeler s'il veut, le tournage, le clip, ou en tout cas le tournage qui avait lu un clipé, impliquait un groupe de jeunes masqués, cagoulés, avec des tenues blanches ou noires et des mortiers utilisés pour le tournage. Je veux dire, c'est pas des gamins qui s'amusent à se filmer comme ça. Enfin, on verra ce que dit l'enquête. Le rappeur impliqué serait BKF16 et l'événement est qualifié de tournage sauvage par la préfecture et le maire Alexandre Vincendet qui a dénoncé des actes criminels et irresponsables. Des images du tournage ont été diffusées par BFM Lyon. Donc je veux bien que vous me précisiez les choses, Samir, mais ça s'appelle un tournage avec des un tournage sauvage. Aucune autorisation demandée. Voilà. Avec des mortiers. Je peux vous dire qu'en tant que producteur, quand on fait pas les demandes pour produire et pour faire des clips ou des documentaires, je peux vous dire qu'on le paye très cher. Très cher. Absolument. Oui, je veux préciser parce que le sujet est trop grave. Oui. En 2005, Ziad et Bouna sont morts en échappant à un contrôle de police. C'est pas les policiers qui les ont tués. Le sujet est d'autant plus grave qu'on va rendre hommage cette semaine à toutes nos forces de sécurité intérieure qu'on a applaudi à l'époque. Donc je ne veux pas, moi je ne dis absolument pas que la police tue. Je ne l'ai jamais dit et je ne le pense pas. Pour autant, je pense que le rapport entre les Françaises et les Français et leurs forces de l'ordre, c'est un sujet majeur dont on a commencé à aborder les contours après les Gilets jaunes avec cette fameuse doctrine du maintien de l'ordre. Et moi je dis en réalité, derrière chaque force de l'ordre, derrière chaque policier se cache l'État. Donc il faut protéger nos policiers parce qu'ils représentent l'État, mais il faut aussi se questionner sur pourquoi est-ce qu'ils sont pris pour cible. Je pense que c'est un débat qu'on n'a pas eu et qu'il faudra qu'on ait peut-être dans le cadre d'une prochaine élection. Nicolas, vous voulez réagir enfin, moi j'avoue, je comprends ce qui est dit, hein, mais qu'on n'ait pas eu ce débat, on l'a tous les jours. On l'a tous les jours, ce débat. Non, mais au niveau politique. Mais au niveau politique, au niveau sociétal, au niveau médiatique, on l'a tous les jours. Tous les jours, il y a des bavures. Tous les jours, il y a des refus d'obtempérer. Tous les jours. Et c'est pas que d'ailleurs que dans ces cadres-là, comme on en parle, ce qui s'est passé ce week-end. Je suis désolé, c'est un sujet tous les jours et qui n'est pas normal. C'est pas normal pour le gars qui refuse de s'arrêter quand on l'arrête parce qu'il fait un excès de vitesse. Et c'est pas normal pour ces jeunes qui refusent de s'arrêter aussi parce qu'ils n'ont pas à faire ça. Voilà. Et encore une fois, moi, pareil, s'il y a des Bouna,
C'est une affaire dramatique, tragique. Ils ont voulu échapper à la police et malheureusement ils ont trouvé la mort à ce moment-là. Mais je comprends pas qu'on puisse dire qu'on n'ait pas ce débat-là. On a ce débat et puis même je vais aller plus loin. Ce débat on n'a même pas à l'avoir. Quand on touche à une force de l'ordre, à un policier, à un gendarme ou même à un pompier, on devrait automatiquement être jugé immédiatement sans attendre le délai normal. Et donc moi j'avoue je comprends pas quand on dit voilà c'est tout. Bon. Je peux pas comprendre. Bon, on va parler de Nicolas Sarkozy. Donc le parquet général ne s'oppose pas à la mise en liberté de Nicolas Sarkozy, mais demande qu'il soit placé sous contrôle judiciaire en raison notamment de ses précédentes condamnations et de son actuelle mise en examen, puisque vous savez qu'il doit comparaître dans le cadre d'une plainte pour subornation de témoins avec Carla Bruni Sarkozy dans le cadre du témoignage de Ziad Takedine. Donc le parquet général fait droit à la demande de remise en liberté. On aura la décision à 13h30. Il pourrait être libéré dès ce soir. 0826 300 300. Qu'en pensez-vous? Alors on a Hugo en ligne avec nous. Bonjour Hugo. Oui, bonjour. Merci de me recevoir. Bonjour à tous. Bonjour. Ça vous fait réagir? Et oui, quand même, un petit peu, ça va pas m'empêcher de vivre, mais quand je vois effectivement que des personnes comme Nicolas Sarkozy ou d'autres vont pouvoir sortir ce soir, quand même été on vous entend très mal. Si vous pouvez vous déplacer un tout petit peu, ça capte mal. Alors, oui. Allez-y Hugo. Oui, donc vous êtes choqué de voir que Nicolas Sarkozy peut sortir de prison ce soir. Pourquoi ? Eh bien, parce que j'ai l'impression qu'on a une justice qui va encore permettre à ce genre de personnes, un politique, un ancien président, finalement d'échapper quelque part à une peine qui est quand même tombée pour lui. Alors, il est peut-être encore présumé innocent, mais j'ai l'impression que tout ce qui se passe autour de cela, quand on entend les défenseurs de M. Sarkozy, c'est qu'ils ont tous aussi une épée Damoclès sur la tête. C'est que je pense que prison, le jugement... on vous entend mal, on vous entend mal, on va essayer de vous reprendre peut-être d'un autre poste, mais on a compris que vous étiez choqué et que vous avez le sentiment qu'il n'est pas traité comme les autres justiciables. Alors, oui. Lucas Véran. Monsieur, vous me faites réagir quand vous dites que la justice permettrait, puisque la justice, elle ne permet pas, elle applique en fonction de règles de droit des décisions. Et en l'espèce, le régime de la détention provisoire, il est précis. Est-ce que cette détention provisoire, elle n'est décidée que si elle est indispensable pour que des éléments de preuve ne permettent pas la manifestation de la vérité, que s'il y a une pression sur les témoins, elle ne soit pas effectuée. On parle de ça. C'est ça la détention provisoire, dans le cadre où, comme Nicolas Sarkozy l'a fait, il a interjeté appel, donc on est dans ce régime-là. Donc finalement, le parquet dans ses réquisitions, je pense que il tient acte de cet article, je crois que c'est le 144 du Code de procédure pénale, et voilà. De la même manière que je ne fais absolument pas partie de ceux qui ont critiqué ou remis en cause le jugement, il faut pas non plus nous faire l'histoire à l'envers. Là, et je pense que c'est très salutaire, cette potentielle décision, on verra à 13h, il faut pas non plus, à un moment, il faut arrêter de critiquer la justice à géométrie variable quand ça arrange l'un ou l'autre des parties. Oui, c'est ça. Il y a trois arguments qui sont la réitération, la garantie de représentation et la mise en contact avec d'autres témoins. Donc, sur la détention provisoire, c'est exactement ça. Jade. Écoutez, moi pour le coup, j'ai pas accès à l'ensemble du dossier. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Moi, je fais confiance au juge. Je veux juste réagir. Vous disiez la justice, c'est l'application du droit. Oui, mais c'est aussi l'interprétation. Il y a un principe majeur qui est de plus en plus remis en cause, d'ailleurs par la droite et l'extrême droite, c'est l'individualisation de la peine. C'est-à-dire que les juges, c'est pas simplement un délit avec un tableau en face, une peine. Évidemment, on prend en compte l'histoire de la personne, le contexte, etc. Et donc là, pour le coup, moi, j'ai pas accès au dossier. Je suis, comment dire, c'est une image évidemment unique qui nous marque de voir un ancien président de la République en prison. Peut-être vous pourrez lui demander si c'est mieux d'aller à l'EHPAD qu'en prison. La vérité, c'est que la prison reste la prison, c'est très dur. Donc, au moins, peut-être aura-t-il changé d'avis s'il sort. Ce que, à titre personnel, je peux lui souhaiter parce que c'est un être humain. J'ai pas accès au dossier. N'oublions pas, malgré tout, que c'était dit à l'instant, il est présumé innocent, mais que il a été condamné en première instance à des faits relativement graves. Donc, il est injusticiable comme les autres. Il n'a pas de passe-droit, mais il doit pas pour autant être épargné. Donc voilà, moi, c'est une décision qui appartient au juge, et donc pour le coup, je peux pas en dire plus. Véronique dit pourquoi la réponse aujourd'hui, alors que pour les autres, il faut une semaine. Non, la semaine dernière, où il y a 10 jours, il y a un autre
condamné dans cette affaire qui a eu la réponse qui n'a pas été libérée, et un autre précédemment qui lui a été libéré. Juste, la réponse elle est importante aussi quand elle va arriver, puisque a priori, donc c'est le parquet requiert sa mise en liberté, c'est qu'il va être mis en liberté a priori, mais après il y a aussi d'autres éléments, c'est de savoir est-ce qu'il va être assigné à résidence. Contrôle judiciaire, ça veut dire d'aller au commissariat. Ouais, mais pas forcément assigné. Ouais, mais peut-être que le juge va pas se tenir à ça. Est-ce qu'il va avoir un bracelet électronique? Il y a aussi toutes ces choses-là qui sont importantes. Et il y a aussi un autre point, c'est que je crois que c'est le 18 novembre, donc dans une semaine, je crois, ou le 17, je sais plus, qu'il y a une autre décision de justice qui est rendue concernant Nicolas Sarkozy sur l'affaire Big Malion, dernier pourvoi, donc qui sera rendu la semaine prochaine. Ça fait beaucoup d'affaires et donc par conséquent beaucoup de choses aussi qui s'accumulent sur l'ancien président de la République et qui peut influencer les juges d'une certaine manière à un moment donné, parce que la semaine prochaine, s'il est déclaré coupable, qu'est-ce qui va se passer? Parce que s'il est déclaré coupable, c'est-à-dire qu'il y a une peine qui doit tomber la semaine prochaine. Oui. Je vous donne la parole dans un instant. Nicolas Sarkozy, donc qui a priori devrait retrouver la liberté ce soir. Le parquet général a donc requis la mise en liberté sous contrôle judiciaire de l'ancien président de la République. 0826 300 300. D'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous. On parle donc de Nicolas Sarkozy, de sa remise en liberté qui est fort probable. On ne sait pas encore, mais la décision sera rendue à 13h30, le parquet a requis donc cette remise en liberté sous contrôle judiciaire. Une précision pour notre auditrice qui dit c'est pas juste, il bénéficie d'un régime de faveur. Non, en général, quand il y a une demande de remise en liberté, la décision est rendue le jour même à l'audience dans la majorité des cas, ou au plus tard dans un délai de 48 heures. Cela dépend de la juridiction, de la complexité de l'affaire, mais c'est le cas pour tout le monde. C'est un délai maximal de 3 jours. C'est l'article 148 du Code pénal. Donc Véronique, non, c'est le cas pour tout le monde. Alors, on ne vous a pas entendu. Très vite pour rejoindre l'idée qu'effectivement, il faut la justice est souvent sous le feu des accusations pour assez peu de sévérité, puis de l'autre côté trop de sévérité. Là, en l'occurrence, on est dans quelque chose qui dit bien d'ailleurs le rapport qu'on a à la fois via le politique, c'est un objet politique l'affaire Sarkozy. Et donc on regarde Nicolas Sarkozy, certains vont dire il est maltraité, une majorité dit non, c'est normal. Et en même temps, on va dire, mais pourquoi maintenant on le relâche, tu vois? Et donc, on est dans un contexte où, comme pour la police, comme pour la justice, on est face à un questionnement aujourd'hui du contexte régalien. Et donc ça, oui, effectivement, à un moment donné, il faut qu'on précise les contours, l'autorité, les moyens, peu importe. En tout cas, qu'on ait une conversation autour de ce régalien. Sauf que le politique est tellement faible et incarné par cette affaire. C'est-à-dire cette affaire-là, elle vient en plus dans un contexte où regardez ce qui se passe à l'Assemblée nationale, regardez dans quel contexte politique on vit. C'est pas la faute des gens qui sont à l'Assemblée nationale, c'est le résultat d'une dissolution qui fait qu'à un moment donné, on est là-dessus. Et oui, l'affaire Sarkozy, plus, parce que c'est pas que l'affaire libyenne, c'est Big Malion, c'est un nombre d'affaires. On se dit, le président de la République, il est allé en prison chez nous. Et il a un certain nombre d'affaires qu'il traîne et qui peut peut-être traîner encore derrière. Ça questionne, encore une fois, le rapport qu'ont les Français. Votre auditeur, il disait ça. Il dit, moi, si je fais une bêtise, j'aurais pas la même mensuétude, et voilà, ainsi de suite. Donc on a cette conversation que vous souhaitiez sur l'aspect policier, mais qui peut avoir sur la justice et globalement sur le politique et le rapport au politique. Oui. Je suis d'accord. En fait, on a cette conversation sur le régalien. Weber disait le monopole de la force légitime, c'est ça, mais c'est ça qui est contesté. Et moi, je l'ai dit après les Gilets jaunes, et j'avais appelé dans des lettres ouvertes au président, etc., à dire, en réalité, aujourd'hui, ce qui est en débat, c'est pourquoi est-ce qu'il y a encore un État? Qu'est-ce qu'on attend de l'État? Pourquoi est-ce qu'on paye des impôts? Pour quel service public? Pourquoi est-ce que j'accepterais de me soumettre à l'État? Qu'est-ce qu'il me donne en échange? C'est vraiment tout ça. Et je pense que pourquoi on a souvent ce débat sur la question de la justice et de la police? Parce que c'est le régalien, parce que c'est le monopole légitime, et que on ne consent qu'à ce que l'on comprend. On ne se soumet à une autorité que si on estime qu'elle est légitime. Et donc, évidemment, ça veut dire qu'il faut un bras armé, entre guillemets, très fort, avec de la prévention et de la répression. Et c'est un fait, c'est nécessaire. Les places de prison, c'est nécessaire. Mais il faut aussi comprendre cet immatériel, parce que, sauf à mettre un policier derrière chaque citoyen français, on ne résoudra jamais cette question si on ne se pose pas le débat de dire comment on vit en France en 2025, pourquoi faire, quelles sont les règles. C'est presque philosophique. Mais moi, j'avais le sentiment que le président de la République était en capacité de mener ce débat. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas se représenter. Donc on aurait pu avoir un grand moment
en mettant tout sur la table, justement parce qu'il n'y a pas d'enjeu électoral. On l'a pas eu, enfin c'est pas trop tard encore, mais je pense que ça va être un débat majeur. Vous parlez tout à l'heure de la France insoumise. Oui, évidemment qu'il y a des gens qui instrumentalisent cette question à dessein. La France insoumise et le Rassemblement national ont un rapport à l'état de droit qui est pas le bon rapport, il me semble. Mais la majorité des Françaises et des Français, en même temps, se disent, regardez, les juges sont politisés, les décisions du Conseil constitutionnel sont politisées, tout ça, ça monte, et donc il ne faut pas être naïf, il faut l'affronter. Moi, je dis que l'état de droit, c'est encore la solution et pas le problème. Mais de moins en moins de personnes le pensent dans le pays. Alex ? Non, je suis d'accord avec ce qui est dit là. Après, je sais pas si c'est la majorité des Français qui pensent que la justice est politisée. Moi, j'ai plutôt le sentiment inverse. C'est un petit sentiment qui monte. Je le ressens comme ça, mais vous avez raison. Peut-être, non, mais je pense pas que la majorité des Français. Je pense que la majorité des Français a plutôt compris, entre guillemets, la décision de la justice sur Nicolas Sarkozy, sur Marine Le Pen et sur les autres. Après que d'autres ne comprennent pas, c'est aussi ça, la force de notre pays, et que le débat s'installe. Et moi, je comprends d'ailleurs qu'il y en a qui comprennent pas. Vraiment, je vous le dis honnêtement. Je pense que c'est aussi ça, et c'est sain pour notre pays. Mais je suis plutôt surpris de la bonne compréhension de la part des Français. Regardez les commentaires, regardez les appels que vous avez, Valérie. Mais et encore une fois, c'est normal que tout le monde ne soit pas d'accord. Voilà. Après, sur le reste, sur le débat de société qu'on doit avoir sur pourquoi on vit en France en 2025. Vous savez, d'un côté, je pense qu'on peut pas vouloir partir à la retraite le plus tôt possible et ne pas vouloir donner un peu plus à son pays, ou en tout cas en respecter les règles. Et moi, ça me semble un peu illusoire de dire qu'il faille faire un débat là-dessus et qu'il faille convaincre les Français que si vous voulez partir plus tard à la retraite, que si vous voulez bénéficier de la sécurité sociale, qui est formidable, que si vous voulez bénéficier d'une assurance chômage ou de notre système social qui est, et moi-même, je le dis en connaissance de cause, j'en ai profité, formidable aussi. Il faudrait qu'en plus on explique aux Français, qu'on demande et qu'on leur justifie le fait que ça dit beaucoup de notre société. Ça dit beaucoup de notre société, le fait de devoir, vous parliez d'avoir un policier derrière chaque Français, je suis pas pour non plus, mais le fait d'avoir une explication derrière chaque décision collective pour l'État, moi, ça m'inquiète un petit peu. Je pense qu'il faut refonder le pacte, si vous voulez. C'est pas une question d'expliquer chaque décision, mais la société, elle est morcelée, elle est fractionnée. On a une Assemblée nationale qui a jamais été aussi représentative du pays, mais le pays, il est divisé. Et je pense que, si vous voulez, sur la sécurité sociale, on a tendance à dire, que la santé, ça n'a pas de coût. On dit que l'école, ça n'a pas de coût. Je pense qu'il faut qu'on objective un certain nombre d'éléments et qu'on se rende compte que dans notre pacte social, on a des droits, mais on a aussi des devoirs. J'invente pas l'eau chaude. Vous savez, je termine là-dessus. Moi, j'étais un opposant à Nicolas Sarkozy, et je considère que le débat sur l'identité nationale à l'époque avait été très malmené et instrumentalisé avec une vision identitaire de la chose. Mais poser la question, qu'est-ce qui fait en 2025 que nous sommes toutes et tous des citoyens français, je crois que c'est vraiment une bonne question. Parce que aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on vit ensemble quand on est à Mayotte, à Saint-Denis-de-la-Réunion, à Strasbourg ou à Paris, ou dans les campagnes? Je crois que le rapport à l'État, le rapport au collectif, c'est pas le même partout, et qu'il faut le poser de manière peut-être, c'est vrai, philosophique, mais ça a une dimension concrète. Pourquoi est-ce qu'on paye des impôts? On parle beaucoup du consentement à l'impôt. Le contour de l'État social. Qu'est-ce qu'on attend de l'État? Je pense que c'est des vraies questions. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'on souffrait du fait que les politiques étaient à très court terme et pas à moyen terme. Ça, bon, hélas, on en souffre. Mais je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie de ce débat. On peut dire quand même quelques mots de Bruno Le Maire, qui était, je rappelle, ministre de l'économie. Il était l'invité de l'émission C'est dans l'air. Écoutez ce qu'il disait à propos de la dette. J'aimerais avoir une réponse à vous apporter et apporter aux Français. Vous l'avez pas? Je ne l'ai pas. Je reconnais avec beaucoup d'humilité, nous nous sommes plantés sur les recettes. Et plantés big time. Mais on ne ment pas aux Français. Je n'ai jamais menti aux Français. Je suis toujours celui qui leur a dit la vérité sur la nécessité de rétablir les comptes. Big time. Donc il s'est planté. Alors, et il a dit par la suite qu'il avait envoyé une lettre à Emmanuel Macron et qu'il n'avait pas eu de réponse. C'est le documentaire qu'il a révélé en avril 2024. Le ministre de l'économie et des finances adresse une lettre au président de la République pour alerter sur le dérapage du déficit. Donc ce qu'il dit là est vrai. Il dit qu'ils se sont plantés big time sur la prévision des recettes. Et en effet, les recettes, de manière complètement incompréhensible, Bercy, et là, pour le coup, c'est vraiment le rôle de l'administration de s'en expliquer avec le pilotage politique de Bruno Le Maire, pourquoi il y a eu cet écart sur les prévisions des recettes. Mais
je vais prendre la défense, et franchement, c'est assez surprenant de ma part parce que je suis très critique sur la gestion, mais je vais légèrement prendre la défense de Bruno Le Maire. Aujourd'hui, on lui fait peser la responsabilité d'être l'homme aux 3 milliards de dettes. Alors déjà, non, mais il n'est pas tout seul dans le bateau. Et accessoirement, il a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit que dans une articulation gouvernementale, en effet, je dépense donc je suis. Et ce qui, à un moment, il met en cause la première ministre de l'époque, Elisabeth Borne, sur une annonce à 8 milliards d'euros sur la réindexation finalement de l'augmentation du point d'indice pour les fonctionnaires. Et en fait, on se rend compte dans notre logique française qu'un ministre ne peut se prévaloir d'un bilan positif que si son budget augmente. Et ça, c'est catastrophique. Et pareil pour les groupes parlementaires. Ceux-là même qui nous expliquent aujourd'hui, finalement, Bruno Le Maire n'a fait que glisser la dette, nous avons été responsables des économies. Mais regardez le paysage politique aujourd'hui. Le NFP, je prends pas la peine de détailler, mais globalement, est-ce qu'on ne réfléchit que par l'augmentation des recettes? La dépense publique ne doit pas être réduite d'1 centime. Au Rassemblement national, quels sont les items principaux pour réduire la dette? L'AME, et on peut réformer l'AME, hein, moi j'y suis favorable, peut-être 1,5 milliard. Ouais. La contribution au financement de l'Union européenne, 26 milliards, donc très bien. Si on la réduisait de moitié, tout ça ne ferait que, grosso merdo, 16 milliards. Mais en fait, dans un pays où la dépense sociale et pas publique, représente 30% du PIB, dans le pays dans lequel les retraites représentent 14% du PIB, pays le plus élevé à l'échelle européenne, en fait, invisibiliser ces sujets, et tous le font, et on le voit dans les débats budgétaires, on refuse d'avoir une vision précise de ce qu'est la dépense publique et de là où il faut réfléchir. Et donc, finalement, je serai clément, exceptionnellement dans les explications de Bruno Le Maire pour dire tous responsables. Oui, je ne sais pas qui... non, vous n'êtes pas d'accord. Là, pour le coup... Jean-Christophe. On vient d'avoir un petit débat sur ce que c'était le rapport aux politiques. Donc vous vous rendez compte? Comment on peut être sérieux après avoir été 7 ans à Bercy, avoir été un homme politique qui a prétendu être candidat à la présidentielle, battu largement, heureusement d'ailleurs, dans une primaire d'un parti politique, 3 semaines avant de rejoindre le gouvernement, critiquant... C'est pas critiquer, parce que critiquer, c'est ce que j'ai fait moi, Emmanuel Macron, dans la campagne 2017, mais lui, il était un faux lanceur d'alerte. Il redevient aujourd'hui, après avoir été un optimiste béat et suiveur pendant 7 ans. Il a été ministre de l'économie et des finances pendant 7 ans. Quand on sait ce que représente Bercy, le ministère de l'économie et des finances dans ce pays, on considère parfois que c'est beaucoup plus important, à juste titre, que Matignon. Oui. Quand on fréquente. Non, mais pour plein de raisons. Pas simplement pour le ministère, mais parce que vous avez des grandes administrations qui dépendent. Et quand on connaît le système de cette oligarchie française, notamment autour des grands corps d'État, vous savez très bien que c'est important. Donc, on ne peut pas accepter ça. Cette espèce de lanceur d'alerte post-démission. C'est juste ça qui est un petit peu... C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas acceptable pour les Français. C'est pas raisonnable ni respectueux parce que lui a menti. Jusqu'à très peu de temps. Parce que si en plus il a envoyé la lettre, son rôle d'homme politique et pas simplement de ministre, c'était de dire la vérité aussi aux Français. On pourra. Vous allez évidemment réagir sur ce sujet. On parlera également des attentats déjoués à Paris et 3 femmes arrêtées avec vous, Jade, dans un instant après les dernières infos. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité, les débats jusqu'à 11h30. À 11h30, je recevrai Jean-Xavier de l'Estrade qui a réalisé une formidable série qui est diffusée sur France 2, sur la plateforme de France Télévisions qui s'appelle Les Vivants et qui est consacrée qui raconte en fait l'histoire de ces survivants, de ceux qui étaient dans le couloir à côté, adjacent à la salle du Bataclan. C'est remarquable. Moi, j'ai rarement pris une claque comme celle-là en voyant une fiction. C'est émouvant. C'est à la fois, il y a de l'humour, il y a énormément... Enfin, franchement, il faut regarder, même si vous dites, oh là là, le Bataclan, tout ça. C'est remarquable d'humanité et de sensibilité. Il sera avec nous à 11h30 pour les débats. Alex Darmon, journaliste politique. On vous retrouve sur votre chaîne de débat Les Indécis. C'est sur YouTube. Lucas Véran, adjoint au maire de Neuilly. Jean-Christophe Gallien, politologue et conseiller en communication. Et Jade
Jad Zahab, secrétaire national de Renaissance, et vous avez publié « La France est une chance ». Avec vous, on va peut-être faire vos coups de cœur et vos coups de gueule. Et Jad, justement, on parlait de cette semaine qui va voir les commémorations, les 10 ans de l'attentat du Bataclan. C'était le 13 novembre. Peut-être à mettre en lien, parce qu'on nous a dit, le ministre de l'Intérieur nous a confirmé cette semaine que la menace terroriste n'avait jamais été aussi haute. Vous vouliez, tirer un coup de chapeau à nos forces de l'ordre. Oui, tout à fait, à nos forces de l'ordre, à nos services de renseignement. Vous l'avez dit, 3 femmes ont été mises en examen mi-octobre dernier, placées en détention provisoire, car elles projetaient de commettre des attentats vraisemblablement dans des lieux de culture, dans des bars. Elles ont 18, 19, 21 ans. Alors évidemment, elles sont présumées innocentes pour le moment, mais tout ça permet de, effectivement... faire un premier bilan, entre guillemets, de ce qui s'est passé depuis 10 ans en matière de lutte contre le terrorisme, en matière de moyens qui ont été donnés à la police, à la justice, aux services de renseignement, à la DGSI et la DGSE. Encore une fois, depuis 10 ans, on a été relativement, entre guillemets, épargnés, même si on a eu des drames atroces, Samuel Paty, Dominique Bernard, on a eu des drames, mais ce que je veux dire, c'est que on en a eu beaucoup moins que ce qui aurait pu advenir si on n'avait pas ces hommes et ces femmes qui travaillent dans l'ombre tous les jours pour nous protéger dans des conditions extrêmement difficiles, des forces de l'ordre, vous l'avez dit, qui par ailleurs sont souvent ciblées, des gens qui partent le matin, qui savent pas s'ils vont revenir le soir, qui sont des frères, qui sont des maris, qui sont évidemment aussi des femmes. Donc ce que je veux dire, c'est que la société, hélas, n'a jamais été aussi fragmentée, mais il y a quand même encore des sources d'optimisme. Ce sont ces gens qui s'engagent. Ça permet aussi de saluer toutes celles et tous ceux qui, il y a 10 ans, les pompiers, les militaires, la BRI, qui ont été déployés sur le terrain. Voilà, c'est plutôt en forme d'hommage, une forme d'optimisme aussi, parce que dans ces moments-là, on a su se rassembler. Donc moi, je veux leur tirer mon chapeau. Ils nous protègent sans qu'on le sache, c'est-à-dire que on parle évidemment, hélas, des attentats quand ils arrivent, mais on ne parle pas d'une certaine manière, tant mieux, mais de tous ceux que nous évitons. Donc c'est vraiment l'occasion de dire qu'il faut leur tirer notre chapeau, que j'espère, je disais tout à l'heure, je suis peut-être naïf, j'espère que cette semaine permettra une véritable concorde nationale au-delà des désaccords. Et je termine en disant que dans ce contexte-là, la démocratie, normalement, c'est le cadre républicain qui nous permet de purger nos passions tristes. Le débat n'a jamais été aussi violent, mais j'espère qu'on est encore capable de se mettre d'accord sur le fait que 1, on aime la France, 2, on aime la République, et 3, on aime la démocratie française. J'espère qu'il y aura une unanimité sur tous les bancs politiques, dans toute la société française, pour rendre hommage aux victimes, 132 victimes le 13 novembre, et aussi pour saluer ces fonctionnaires remarquables que sont nos forces de l'ordre et nos policiers. Alors, il y a Mathieu Vallet, qui était ancien policier, qui s'est interrogé sur le fait que les héros du Bataclan n'aient pas été décorés, n'aient pas reçu de Légion d'honneur. Effectivement, quand on voit, il le dit, les stars du show business, etc., où on s'interroge parfois sur la légitimité de certains à recevoir la Légion d'honneur. Là, effectivement, le mérite, l'honneur pour les policiers de la BAC ou de la BRPI ou de la BRI qui sont rentrés les premiers dans le Bataclan, qui ont fait preuve d'un courage incroyable. Moi, j'ai regardé le document aussi sur BFM qui était extrêmement bien fait, très puissant, avec des témoignages, pas de journaliste qui se met en scène. Enfin, je trouvais que c'était assez remarquable ce qu'il racontait. On voyait la peur et l'angoisse qu'ils ont eu malgré tout d'intervenir. Donc je trouve que c'est une bonne chose. Effectivement, il demande que lors de la promotion du 14 juillet, il soit récompensé. Alors, il a dit qu'il avait envoyé un message à Bruno Retailleau et Emmanuel Macron, qui ont répondu très bien. Bon, on attend. Effectivement, on peut penser à eux. C'est une bonne chose de le faire cette semaine. Je sais pas, cette Lucas. Proposition du député européen du Rassemblement national est plutôt bonne. Donc, il y a des dates auxquelles les Légions d'honneur et l'Ordre national du mérite les promotions sont annoncées, mais ça concourt d'un esprit tout à fait positif. Donc, oui. Mais effectivement, vous avez raison de leur rendre hommage. Alors, Jean-Christophe, ça va trancher peut-être avec votre petit coup de moquerie. C'est à la fois de la moquerie, mais en même temps, non, c'est un sourire plus, parce que c'est pas très loin de l'idée des moyens qui ont été déployés et augmentés dans cette période-là, pour des raisons effectivement concrètes d'augmentation de la pression terroriste, des enjeux. Il y a un livre qui sort qui s'appelle, excusez-moi, qui est sorti il y a très peu de temps, Les espions du président. Et on découvre à travers ce livre la passion du président de la République pour l'espionnage.
l'espionnage façon un peu François Mitterrand, François de Grossou, c'est-à-dire avoir autour de lui des espions qui travaillent, et il a augmenté le nombre de ces espions à l'Élysée, qui ont des postes différents, avec des intitulés un peu différents, mais qui, notamment pour certains d'entre eux, ont joué un rôle, semble-t-il, extrêmement important, non pas de lanceurs d'alerte, mais de tête chercheuse dans beaucoup des zones diplomatiques. C'est pas toujours le cas, hein. Les présidents de la République, notamment, n'utilisent pas forcément des espions, plutôt des diplomates, pour aller régler ou tenter de régler le sort des otages retenus par le Hamas, les affaires en Algérie, d'autres cas en Amérique du Sud, ainsi de suite. Donc, semble-t-il, lui, c'est ça qui m'a interpellé, est quelqu'un qui a effectivement plutôt augmenté les moyens des services de renseignement français, mais on ne savait pas que c'était parce que il avait le goût du bureau des légendes, et il était passionné par ces questions-là, et donc voilà, c'était un petit sourire, non pas ironique, parce que je peux être un peu ironique, parce que malheureusement sur le plan diplomatique, je suis pas certain que ça crée beaucoup d'avantages pour la France, notamment pour certains cas au Hamas, en Algérie, monsieur Jean-Noël Barrot qui va expliquer aux Colombiens, aux Républicains dominicains comment il faut faire pour éviter l'économie de la drogue et trouver comment on règle ça. Donc, voilà, au-delà du sourire, si vous voulez, ce qui m'a intéressé, et c'est concret, là, pour le coup, il a donné plus de moyens aux services de renseignement, et dans des vrais sujets de renseignement, la France a plutôt été très forte. On peut pas beaucoup en parler parce que c'est des sujets concrets, même jusqu'à récemment dans du combat narratif. Autant on a été très mauvais pendant plein de zones, autant sur le terrain européen récemment, je vous dirai pas où exactement, mais on a été très fort, même contre des adversaires russes en l'occurrence. Eh bien voilà, mais au-delà de ça, c'était le sourire sur Emmanuel Macron, président des espions ou espion des présidents, je sais pas trop, voilà, comme ça. Non, pas de commentaire. Bon, c'est effectivement le livre à lire qui est intéressant. Voilà. Alors Alex, avec vous, c'est un scandale à la BBC avec le directeur général qui va démissionner. Qui a démissionné, Tim Davis, le directeur général, et aussi la patronne de l'information, Deborah Turner, qui a aussi démissionné ce week-end à cause de scandales déontologiques au niveau de la presse. Ces démissions arrivent à la suite de révélations autour de discours de Donald Trump qui auraient été manipulés lors d'un documentaire en 2021 suite à l'assaut du Capitole, où les extraits auraient été mis les uns derrière les autres pour dire que Donald Trump encourageait ses partisans à aller à l'assaut du Capitole, ce qui s'est avéré entre guillemets faux, même s'il a une responsabilité en appelant et en faisant des discours. Non, les discours ont été manipulés. C'est-à-dire que quand vous regardez, moi j'ai pris le temps de regarder hier ce qu'a fait la BBC, ça a été manipulé, les extraits ont été mis les uns derrière les autres. Bon, la BBC, il faut le rappeler quand même, c'est le service public anglais, c'est l'équivalent de France Télévisions. Ce serait l'équivalent d'une émission comme Envoyé spécial. Voilà. C'est une série de documentaires qui s'appelle Panorama. La série de documentaires, c'est le titre de l'émission. Bon, et donc ils ont été amenés à démissionner parce que à la suite de ce scandale et à la suite d'un autre qui s'est déroulé il y a moins longtemps sur ce qui s'est passé lors de la guerre au Proche-Orient, sur un documentaire sur ce qui se passait à Gaza, si mes informations sont bonnes, et où ils auraient omis de dire que le narrateur du documentaire était le fils d'un ministre du Hamas. Dans les territoires palestiniens. Ils ne l'ont pas dit, et il y avait aussi deux précédents apparemment sur le fait qu'ils auraient publié, selon des mémos, des informations comme quoi les fosses communes ou des corps palestiniens, et d'ailleurs je précise, ça n'enlève rien à l'horreur de ce qui se passe dans les territoires palestiniens et de ce qui s'est passé et de la responsabilité du gouvernement israélien dans ce drame, mais en tout cas il s'avère que ces mémos qui auraient été publiés auraient indiqué que c'était les Israéliens qui étaient à l'origine de ces fosses communes. Or, ces fosses communes auraient été creusées avant le 7 octobre 2023. Donc, en fait, vous avez tout un système qui a été mis en place au sein de la BBC, qui n'est d'ailleurs peut-être pas directement la responsabilité ni de Tim Davis, ni de Deborah Turner, mais ils en portent la responsabilité, puisqu'ils étaient directeur général et patron de l'info. Et donc, ce système a été mis en place, a été démantelé. Quand je dis démantelé, le mot est un peu fort, mais en tout cas a été révélé au grand jour ces derniers mois, et donc ils ont été obligés, selon les preuves qui ont été apportées, de démissionner et d'en porter la responsabilité. Et c'est très grave parce que tant sur Donald Trump, et pareil, ça n'enlève en rien le fait que le président américain a sans doute été trop violent dans ses propos, il est sans doute encore trop violent dans ses propos, dans sa façon de faire de la politique, ou ce que vous voulez. On n'a pas besoin d'en rajouter, quoi. La déontologie journalistique, elle est très importante. D'ailleurs, je me félicite, et je pense que ça ira de pair, que les médias français n'aient pas été montrés
du doigt pour la plupart sur la gestion du conflit israélo-palestinien ou sur même la gestion du cas Trump et de l'élection. On verra, parce qu'apparemment il y a des enquêtes qui sont en train d'être révélées, mais pour le moment en tout cas ce n'est pas le cas. Et là il faut dire autre chose, c'est qu'ils ont été mis en accusation parce que l'Arcom, l'équivalent de l'Arcom en Angleterre, a fait son travail et a aussi montré qu'il y avait des points qui avaient été soulevés et qui avaient été, comme on dit, c'était des fake news en réalité. Et ça c'est très important de le dire. C'est vraiment un montage, parce que la phrase c'est tous vers le Capitole pour soutenir les sénateurs. Voilà. Et la phrase pour soutenir les sénateurs a été coupée et remplacée par pour aller renverser le Capitole. On se retrouve dans un instant et vous pourrez réagir sur cette affaire, évidemment. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Nous sommes ensemble avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité, vos coups de cœur, vos coups de gueule. On a fait donc ce scandale à la BBC, effectivement, où là il y a eu un vrai boulot d'enquête, vous le disiez, avec le directeur général qui va démissionner. Lucas, vous vouliez parler de la campagne des municipales. Vous êtes adjoint au maire de Neuilly. Quelle campagne, j'ai envie de vous demander? Justement, c'est toute la question. Et derrière, en fait, ce coup de gueule, c'est le risque d'invisibilisation de ce scrutin qui est pourtant majeur dans la vie des Français. On le disait tout à l'heure, quand on parle de sécurité, on parle des polices municipales, de la décision ou non de les équiper, y compris d'armes létales, de développer les caméras de vidéosurveillance. Mais derrière, énormément de sujets très concrets pour la vie des gens. La petite enfance, l'urbanisme, la voirie, bref, le soutien aux activités culturelles et sportives. Et on se rend bien compte que finalement, par les débats budgétaires, par l'instabilité gouvernementale, les gens n'ont pas, on va dire, la bande passante pour se concentrer à ces enjeux. Et donc, voilà, c'est un cri d'alerte sur soyons attentifs de ne pas escamoter ce scrutin qui est décisif. Pour rappel, l'investissement public, il repose à 70% sur les collectivités locales, régions et départements compris. Mais ce maillon-là, il est absolument stratégique et surtout, le prochain scrutin, il projette chacune des villes de France à l'échelle des 7 prochaines années. Parce que, en raison de la concurrence des élections présidentielles de 2032 avec les municipales de 2032, c'est possible qu'il y ait un report d'1 an des municipales. Donc, on ne peut pas surpasser ce débat. Il est absolument décisif pour chacune des 36 000 communes. Vous allez choisir votre maire pour les 7 prochaines années sur autant de sujets qui concernent votre vie quotidienne. Intéressez-vous à ce scrutin. Oui, mais la campagne n'a pas franchement commencé. Non, parce que je pense que il y a, mais vous souvenez-vous sauf pour Rachida Dati. Non, voilà. Non, mais souvenez-vous un peu du mécanisme du Covid. Finalement, il peut y avoir un confort au niveau des sortants à se dire, voilà. Et dans les villes très challengées, il y a une tension sur le contexte national qui finalement évacue parfois les enjeux locaux. Et c'est là où est le risque, c'est que ce scrutin, il est local sur autant de thématiques qui concernent votre quartier, votre arrondissement, vos activités. Et donc, il faut reterritorialiser ce scrutin et éviter que ça devienne une caisse de résonance du débat national et que pour les formations comme la France Insoumise et le Rassemblement national, que ce soit juste la préparation des sénatoriales qui viennent derrière. Oui, Alex. Oui, je suis d'accord, mais après, vous pouvez pas enlever l'idée des gens que ça va être quand même un scrutin national. Mais il va quand même y avoir cette dimension, malheureusement, et d'ailleurs peut-être pour la première fois, effectivement, pour des élections locales et municipales, parce qu'il y a un tel cri d'alerte dans le pays, il y a un tel ras-le-bol, et on l'entend d'ailleurs sur vos antennes, Valérie. Les gens appellent et on peut pas leur reprocher de tout confondre parce que il y a aussi effectivement une instrumentalisation de la part de certains partis politiques, mais il faut bien le dire, pas que de ces partis politiques, de toute la classe politique, sur le fait que c'est un vote sanction, c'est un des derniers votes, parce que les sénatoriales, ils y comprennent rien, les gens. Les sénatoriales, ce sont des grands électeurs que d'ailleurs, ça va être les maires que vous allez élire là, qui vont élire les sénateurs au mois de septembre prochain. Et après, derrière, jusqu'en 2027, plus d'élections. Donc pour eux, c'est le moyen de s'exprimer. Ça va être elles vont être ultra importantes, ces élections municipales. Ultra importantes. Pour le niveau local, vous avez raison, mais aussi indirectement, je suis désolé de le dire, pour le niveau national. Ça va donner le coup d'envoi de l'élection présidentielle, parce que qu'on ne s'y trompe pas. Au lendemain de l'élection municipale de mars prochain, 15 et 22 mars prochain, la campagne présidentielle commencera immédiatement. Oui, je crois que moi je partage le souci. C'était un de mes coups d'alerte parmi ceux que j'avais envoyés, parce que je pense que 2020, l'élection municipale a été escamotée, totalement anesthésiée par l'enjeu sanitaire. Donc on a... c'est pas la faute des gens qui sortaient, c'est pas la faute de ceux qui se présentaient, mais en l'occurrence, ça a été un moment démocratique qui nous manque.
nous manque. Et ensuite, on a eu une élection présidentielle aussi compliquée. Donc, toujours dans ce registre du moment politique, républicain, de ce grand débat, on a besoin d'une grande élection municipale. Alors, cette grande élection municipale, aujourd'hui, elle a du mal à démarrer. Vous avez dit qu'il n'y a pas de campagne parce que, oui, le contexte politique national, effectivement, écrase un peu tout. Le contexte international, ce qu'on raconte sur la crise, sur l'enjeu terroriste, ainsi de suite. Vous avez une vie quotidienne municipale compliquée. Vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé, les dotations, la capacité que vous allez pouvoir avoir d'investir ou pas, quelles sont vos recettes, comment vous allez... Bon, tout ça est difficile à la fois pour les candidats sortants et aussi, surtout, pour les candidats qui veulent prendre le pouvoir. Maintenant, on a besoin de ce moment-là. Il va être national. Pourquoi ? Parce que deux des partis que vous n'avez pas cités, les principaux qui ont du mal dans la perspective de 2027, qui sont les anciens partis de gouvernement, on va dire, les Républicains et le Parti Socialiste, qui se sont associés avec Sébastien Lecornu et Emmanuel Macron dans ce moment de temporisation politique parce qu'ils n'avaient peur, ils ne voulaient pas, à juste titre pour eux, peut-être pas pour le pays, de dissolution nouvelle avant les municipales, justement pour protéger ce moment qui va être très nationalisé, en effet, parce que pour eux, c'est le seul moyen, soyons clairs, de résister à l'effacement qui est programmé dans la perspective 2027, face au Rassemblement national, en partie le bloc central, et de l'autre côté, la France insoumise, qui sont les partis avec les plus gros moteurs aujourd'hui, en tout cas les plus grosses énergies politiques, en tout cas se déployant. Donc c'est un moment qui va être décisif, effectivement, à la fois pour 2027, mais aussi pour notre pays localement, bien sûr. Vous avez tout à fait raison. Ce sont des enjeux locaux d'abord, mais on ne peut pas les sortir aujourd'hui parce que justement le contexte national est trop fragile, a besoin lui aussi de débattre partout, nationalement, localement, régionalement, peut-être même au niveau européen. Davantage que s'il ne le fait. Donc oui, elles seront nationales. J'espère surtout qu'elles seront très actives, avec beaucoup de participation, et que tous les partis politiques pourront y jeter tous leurs arguments, tous les candidats aussi, et que nous, médias, et qu'autour, on pourra effectivement associer beaucoup d'audience à cela, parce que on a besoin d'un grand temps municipal cette année. Jade, je souscris entièrement. Vous voyez les choses comment, vous ? Moi, je pense que c'est effectivement, je rejoins tout à fait l'analyse. La dernière municipale, c'était le Covid. La dernière présidentielle, c'était la guerre en Ukraine. Ouais. On n'a pas eu de véritable moment démocratique. Alors, on a eu les élections européennes qui, en réalité, ont donné lieu à la dissolution qui s'est passée de manière très rapide. Je pense que les élus municipaux sont ceux dont les Françaises et les Français se sentent le plus proches. Les enjeux du quotidien, l'école, l'éducation, la sécurité du quotidien. Donc, je pense qu'effectivement, les municipales vont être un enjeu majeur, et vous avez rappelé la date, c'est important de le dire dès maintenant, le 15 et le 22 mars prochain. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur les listes électorales, c'est le moment de le faire. Je pense que dans cette époque-là, pour prendre un peu de hauteur, je crois que les prochaines années vont être celles, et ça a été annoncé d'ailleurs par le Premier ministre et même par le Président, d'un nouvel acte de décentralisation, en fuyant, disons, le débat national très idéologique, très dogmatique, vers plus d'actions de terrain. Donc pourquoi pas, moi j'y crois à titre tout à fait personnel, sans évidemment aller vers un État fédéral. On parlait de la question du modèle social, du modèle de l'État français, donner plus de pouvoir aux collectivités, et avec un État qui pourrait éventuellement être plutôt recentré sur certaines missions. En tous les cas, l'élection, elle est majeure, et j'espère qu'on aura des débats nationaux, mais aussi locaux, parce que les enjeux dans les communes sont spécifiques à chaque endroit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Alex, c'est qu'il y a un risque, en général, effectivement, l'élection municipale, elle est déconnectée de la politique, déconnectée à peu près de la politique nationale. Et là, il y a un risque majeur. Quand on voit les sondages sur le Rassemblement national, qui est vraiment très très loin en tête dans les intentions de vote pour la présidentielle, on peut se dire qu'au municipal, il risque d'y avoir la même chose. Oui, mais après, Alex, Lucas. C'est la géographie qui joue beaucoup. Vous remarquez, je pense qu'à Neuilly, vous êtes 50% des maires de France se revendiquent sans étiquette et sont répertoriés comme tels par le ministère de l'Intérieur. 50%. C'est beaucoup, dans Lucas, 36 000 communes, je pense qu'il y a 40%. Moins de 50 000 habitants. Mais pardon, l'enjeu... Non, et je disais, en effet, par contre, quand on arrive dans des communes de plus de 10 000 habitants, là, le scrutin est... Je partage ce que disait Alex tout à l'heure. C'est normal qu'il y ait cette tension nationale. Moi, mon enjeu, c'est pas de supprimer toute dimension nationale dans ce contexte-là. C'est que les thématiques qui sont abordées traduisent la réalité des compétences des villes. Parce que si on a des candidats qui vous racontent qu'ils vont vous changer de tout, du sol au plafond, mais qu'en fait, ça ne repose pas sur les leviers d'action qui sont ceux des villes, c'est dangereux. Et ensuite, je réagis juste un tout petit peu, Jade, par rapport à ce que vous disiez. Oui, chiche à un acte de décentralisation. J'ai juste le regret de considérer que c'est un peu une arlésienne sous le second quinquennat d'Emmanuel Macron. Et ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que les collectivités, on le voit à Neuilly, mais
dans beaucoup de collectivités. Les collectivités sont encore mises à contribution, sont réduites dans leur marge de manœuvre. Or, le maire à 61% est l'élu qui génère le plus de confiance auprès des Français. Je pense qu'il y a une réinterrogation de notre organisation publique qui pourrait être faite au profit des territoires. Et ça, c'est absolument urgent. Ouais. Juste un mot sur la nationalisation du débat. Vous verrez que dans les grandes villes, vous le verrez, que des élus RN à Paris, à Toulouse, ou des élus La France Insoumise à Marseille, par exemple, feront des scores qu'ils n'ont jamais fait auparavant. Parce que le débat sera nationalisé et ça sera donc le coup d'envoi de l'élection présidentielle. Voilà. Merci à tous les quatre. Dans un instant, le réalisateur Jean-Xavier de l'Estrade, l'un des seuls, je crois, à avoir reçu un Oscar d'ailleurs à Hollywood. Il avait réalisé la série Sambre, remarquable également, des vivants à regarder absolument sur la plateforme, ceux qui ont survécu aux attentats du 13 novembre. À tout de suite. Sud Radio.